Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette thématique, conférence thématique autour de la télémédecine clinique et plus précisément autour de la question la télémédecine clinique comme réponse à la désertification médicale en Île-de-France. Alors lorsqu'on évoque la désertification médicale en Île-de-France et qu'on en parle notamment en province, on voit les yeux s'écarquiller des uns et des autres en disant mais c'est pas possible. À Paris en Île-de-France, on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'on puisse évoquer la désertification médicale, le manque de médecins, le manque de spécialistes et le manque de structures médicales d'accueil. Eh bien non, le premier désert médical du territoire national, il est bien malheureusement en Île-de-France et il touche toutes les strates et toutes les collectivités franciliennes, qu'elles soient liées à l'espace de la ruralité, qu'elles soient liées à l'espace périurbain ou qu'elles soient liées à ce que l'on appelle aujourd'hui les grandes villes et notamment les quartiers politiques villes. Et pour faire face à cette désertification médicale, eh bien, plus que jamais, et notamment depuis la crise sanitaire qui nous a frappés et qui nous frappe encore aujourd'hui, eh bien, ce sont les élus locaux, ce sont les maires, ce sont les représentants des départements, ce sont les représentants des intercommunalités, les représentants également des structures métropolitaines qui se saisissent du sujet, non seulement de la santé, qui est une compétence régalienne, et qui, sur leur territoire, pour répondre aux besoins de leur population, eh bien, font le choix de l'innovation, font le choix de l'audace, osent et en matière de santé font confiance aux structures innovantes portées par des acteurs et des entités qui sont des entités françaises, donc en l'occurrence une entreprise, là en l'occurrence l'entreprise H4D en termes de télémédecine clinique, pour qu'effectivement une réponse concrète puisse être apportée à vos habitants, à vos administrés, au travers de la télémédecine clinique et plus précisément, c'est ce qu'on va essayer de définir cet après-midi, de ce qu'est la télémédecine clinique. Alors, l'idée de ce temps, effectivement, en commun, c'est de pouvoir apporter effectivement l'expérience des élus locaux qui ont porté sur leur territoire la télémédecine clinique au travers d'un dispositif, et vous allez effectivement avoir les explications du docteur Franck Bodino, le fondateur d'H4D, autour d'une cabine de télémédecine clinique, apportant leur témoignage, l'explication aussi de l'engagement sur cette voie-là, et on demandera également au docteur Franck Bodino de pouvoir nous expliquer mais qu'est-ce que la télémédecine clinique et comment apporter effectivement une solution, une aide à ces élus qui, sur le terrain, se battent au quotidien et ont effectivement besoin de répondre aux attentes des habitants. Alors, on a aujourd'hui 3 invités. Le quatrième, et je l'évoquerai tout à l'heure, est sur le salon et il est effectivement présent tout à l'heure pour livrer un témoignage vidéo sur son expérience sur sa commune. Mais je vais déjà présenter effectivement, politesse oblige, Geneviève Serre, tout d'abord, qui est vice-présidente du conseil départemental de Seine-et-Marne, en charge de la présence médicale et qui, depuis 1 an, a porté aux côtés du président du département l'expérience de la télémédecine clinique au travers de l'académie de télémédecine clinique. Et vous allez nous dire, puisque je crois que de mémoire, il y a aujourd'hui 8 implantations sur le territoire de la Seine-et-Marne, avec une ambition de 23 implantations sur l'ensemble du département. Voilà, qu'est-ce qui a motivé effectivement ce choix? Et aujourd'hui, au terme d'une année, nous faire un premier bilan sur la situation. Ensuite, effectivement, nous avons représentant le Val d'Oise, au travers de la commune de L'Haÿ-sur-Oise, de notre maire adjoint, Stanislas Barthélémy, voilà, qui représente la commune, qui est en charge effectivement de l'innovation, voilà, et notamment de l'innovation numérique sur la commune, et qui va nous expliquer, là, d'un point de vue communal aussi, ce qui a motivé le choix de la télémédecine clinique et la situation aussi sur ce territoire, parce que, eh bien, aujourd'hui, vous êtes la commune de référence sur le département du Val d'Oise. Également le docteur Franck Bodino, président fondateur d'H4D, médecin généraliste, SOS médecin, expérience à l'international, expérience également en France. Vous êtes le fondateur du premier cabinet médical connecté en France et en Europe. C'est important de le rappeler. H4D est non seulement une entité française, mais c'est aussi une entité française d'expérience unique à vocation
européenne. Et vous nous en direz plus tout à l'heure. Et enfin, je l'évoquais effectivement tout à l'heure, il nous a adressé une vidéo, je pense que effectivement pour l'AMIF pourra la diffuser tout à l'heure. Une pensée, il devait être avec nous, mais il n'est pas très loin, c'est Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président de l'AMIF, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France et également maire de la commune de Metzy, qui lui aussi a fait le choix de la télémédecine clinique, le choix de la cabine de téléconsultation sur sa commune à Mennecy, qui a d'ailleurs été pionnier en Essonne et qui a permis ensuite au conseil départemental de l'Essonne de se doter du même dispositif. Mais sans attendre, parce que je suis peut-être un petit peu long sur l'élément des timings, mais, Madame Serre, Madame la vice-présidente, je vais d'abord vous passer la parole, effectivement, au nom du conseil départemental de Seine-et-Marne, pour que vous puissiez nous raconter, nous expliquer qu'est-ce qui a prévalu dans le choix, pourquoi effectivement intervenir sur la santé en Seine-et-Marne. Je disais tout à l'heure, ah oui, la Seine-et-Marne est un désert médical, et qu'est-ce qui vous a conduit à la cabine de télémédecine H4D. Merci à vous. C'est bon. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Duc. Alors, la Seine-et-Marne, c'est la moitié de la région Île-de-France. Donc, c'est un énorme département. C'est le 98e département au niveau de la présence médicale. Donc, on est bien d'accord. On a un vrai sujet de désertification. Il y a 3 ans, le président m'a donné cette mission d'essayer de voir comment on pouvait faire revenir des médecins dans ce territoire, parce que les médecins qui sont formés à Paris ou à Créteil veulent rester à Paris ou aller en province. Et la Seine-et-Marne, c'est un territoire blanc, ça n'existe pas. Pourtant, c'est un très joli territoire. Mais c'est drôle parce que je suis allée les voir à la sortie de fac, ça ne leur disait rien. Donc on continue à travailler avec eux, mais il fallait trouver d'autres, et puis ils sortiront que dans je ne sais pas combien d'années. Donc il fallait trouver d'autres systèmes. Alors, un système qui nous a paru intéressant, c'est d'aller voir ce que c'était que cette fameuse télécabine de consultation clinique. Nous sommes donc rendus au siège et là, moi j'ai été assez émerveillée par la manière de présenter ce produit, Monsieur le Président. Vous pouvez c'est peut-être pas un produit, ce dispositif, c'est plus joli, vous avez raison. Ce dispositif qui finalement permet d'avoir une véritable consultation clinique, j'y tiens beaucoup, mais en fait, vous rendez la personne malade acteur. Et ça, je trouve ça assez génial. Finalement, c'est redonner à la personne malade une posture d'acteur de sa santé qui me semble intéressante. Alors, le dispositif, ce qui nous a séduit, bien entendu, c'est qu'il est français, fabriqué avec vraiment tout ce qu'il faut au niveau... Alors, je ne suis pas très forte en termes, mais il est parfait. Voilà. Et avec le président, on a imaginé de le proposer à toutes nos EPCI. En fait, toutes les intercommunalités, les présidents d'interco ont reçu un courrier en leur disant, voilà, on vous propose cette télécabine. C'est une des manières, c'est une des réponses, il y en a d'autres, mais c'est une des manières qui nous semble rapide à mettre en place et rapide pour qu'il y ait un peu moins, enfin qu'il y ait des réponses de temps en temps, parce que finalement, quand les malades ont des besoins, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'hôpital. Et c'est dommage, c'est pas le sujet. Voilà, donc c'est une... Alors, on a écrit à tous nos présidents, et finalement, il y en a pour l'instant 8 qui ont répondu présent. On en a inauguré avec fanfare une, pas très longtemps. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont suivre, enfin je vous le souhaite. De toute façon, et puis on voit bien qu'il y a des intercos qui en aimeraient plusieurs. Donc ça, c'est un sujet, cher ami, mais voilà, je pense qu'il faut aussi donner... Ça correspond à un véritable besoin, et vous l'avez dit, parce que la Seine-et-Marne, c'est 50% du territoire francilien. Et il y a des ruralités très importantes. Et la dimension rurale est extrêmement présente. Voilà. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que au fur et à mesure qu'on a monté ces cabines, pour que ça fonctionne bien, il faut vraiment que ça soit un projet porté par l'interco, par la ville qui va dire oui, par la commune qui va dire oui, par l'entreprise qui va dire oui, de manière à ce que ça soit porté par des
du personnel, par des hommes. Si vous mettez comme ça juste une télécabine, ça ne fonctionnera pas. Il faut accueillir, désangoisser, expliquer, nettoyer bien sûr, mais ça c'est peanuts, c'est la minute de voilà, Monsieur Propre, mais ça c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de communiquer autour de ce nouvel outil. Ça me semble très important. Et en fait, ce n'est que comme ça que vous arriverez vraiment à le... Enfin, ça marchera très très bien, très fort. C'est important ce que... Ouais, ça fonctionne. C'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, ce n'est pas simplement un outil technologique qui est placé, qui est posé là, c'est une solution à part entière qui s'inscrit dans un écosystème, vous l'avez dit, porté par les élus, porté par les acteurs en charge de la santé, porté aussi par les professionnels de santé du territoire, et le Dr Bolling vous en dirait un peu plus tout à l'heure. Voilà, ce n'est pas simplement un équipement, ça va au-delà, donc c'est une solution globale et intégrée. Et puis, les professionnels de santé, c'est vrai que vous en parlez, j'ai oublié d'en parler, il faut vraiment les associer. Au début, ils disent qu'ils n'en veulent pas. Comme toute nouveauté, comme tout changement, c'est pas possible. Et une fois qu'ils ont compris qu'ils peuvent l'utiliser et même devenir la personne qui, derrière l'écran, sera en capacité à donner une téléconsultation, je pense que là, on a gagné. Mais il faut vraiment les associer. C'est-à-dire qu'il faut associer tout ce qui est là. Et là, vous avez Valérie Faure qui est remarquable. Le docteur Valérie Faure, hein, c'est ça. Voilà. Oui, je parle bien du docteur. Moi, je dis jamais docteur, parce que je suis une vieille soignante, donc voilà. Valérie Faure, docteur Faure, elle est remarquable pour justement bien expliquer, bien faire comprendre que c'est une vraie consultation, que c'est pas de la télémédecine derrière un petit écran où je dis docteur, j'ai mal à la tête, je veux mon ordonnance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Écoutez, merci à vous. Avant de passer la parole, effectivement, à Stanislas Barthélemy, peut-être, et vous avez effectivement mis aussi le doigt aussi sur ce point, c'est la construction d'un écosystème autour de la télémédecine clinique. Alors, je vais passer la parole au docteur Franck Bodino pour que vous puissiez, docteur, nous expliquer un peu l'historique d'H4D, de votre entité, nous définir ce qu'est la télémédecine clinique au travers de votre solution et de voir en quoi, justement, elle peut correspondre à une solution portée aujourd'hui par les élus locaux sur l'ensemble du territoire francilien. Bien, bonjour, déjà, merci. Vous avez parfaitement résumé l'état d'esprit dans lequel j'ai conçu cette solution. Moi, comme vous l'avez dit, Franck, je suis médecin de formation. Je travaillais dans différents endroits en France et à l'étranger, et notamment dans les Alpes de Haute-Provence, où j'étais seul médecin, parfois pour plusieurs territoires. Et là, j'ai commencé à réfléchir à ce qui me paraît être le plus adapté pour rendre service aux patients qui habitaient dans des territoires sous-médicalisés, mais aussi aux médecins, car lorsqu'on est médecin et qu'on travaille seul sur un territoire, c'est souvent très compliqué. Et là, bien tout simplement, j'ai raisonné en tant que praticien, et je me suis dit qu'il y avait vraiment 3 choses à respecter pour offrir des soins de qualité, ce qui paraît être une évidence lorsqu'on fait de la médecine. Et j'ai inventé donc ces premiers cabinets médicaux connectés, donc qui devaient à la fois respecter la confidentialité des échanges entre un patient et un médecin, qui devait aussi respecter donc la qualité de mesurage, puisque pour la première fois, ce n'était pas moi qui allais mettre le brassard de mon patient et lui prendre sa tension artérielle. Donc il fallait que ce soit un dispositif parfait, comme vous avez dit, et qui réponde à toutes les normes réglementaires et de qualité nécessaires. Et la troisième chose, je souhaitais que les patients aient un repère fixe, facilement identifiable dans ces territoires parfois déstructurés. Et donc ça a été l'origine de H4D, qui veut dire Health for Development, santé pour le développement humain, santé pour le développement sanitaire, pour le développement économique, puisque ce sont des choses extrêmement importantes lorsqu'on parle de médecine. Et la télémédecine, bien justement, c'est de la médecine. Et la médecine, ça se fait pas en claquant des doigts. Évidemment, avec cette période de Covid, il y a eu une explosion des actes de télémédecine, et je pense qu'on a un peu galvaudé le terme de consultation médicale. Lorsque vous allez chez votre médecin généraliste, généralement, il ne vous laisse pas dans sa salle d'attente lorsqu'il fait une consultation. Pourtant, ça pourrait être l'équivalent de ce qui se passe par téléphone. Il ne vous met pas derrière une vitre lorsqu'il fait sa consultation médicale. C'est ce qui pourrait être l'équivalent d'une visioconférence via un smartphone. Non, il vous fait entrer dans son cabinet puisqu'il a besoin de vous faire un examen clinique. Et cet examen clinique, ça dépend, ça comprend différentes phases. Il va utiliser différents instruments, un stéthoscope pour écouter votre
votre cœur, vos poumons, un brassard à tension pour prendre votre tension artérielle, parfois un saturomètre pour prendre votre pulsation cardiaque, la température, voire un électrocardiogramme, etc. Eh bien, c'est tout ceci qui est disponible dans la consultation, donc dans cette cabine de télémédecine. Et H4D a fait un pas supplémentaire dans la télémédecine clinique, qui est réellement une invention, en plus de la cabine de télémédecine, c'est qu'on forme les médecins, pas uniquement à l'usage d'un logiciel, pas uniquement à savoir comment est-ce qu'on va guider un patient qui est à distance. Il y a aussi tout un apprentissage pour les médecins sur comment on va examiner un ventre à distance, tout en guidant le patient. Et là, vous l'avez très bien dit, Madame Serre, c'est-à-dire qu'il y a une réappropriation par le patient aussi de sa propre santé. Toujours guidé par un professionnel qui est à distance. Et finalement, cette téléconsultation clinique, eh bien, cela comprend exactement ça. Donc, une visioconférence, un échange participatif entre le médecin et le patient, l'usage de différents instruments et capteurs de mesure, mais aussi toute une formation qui permet au médecin d'aller encore plus loin pour poser son diagnostic. Aujourd'hui, via ce dispositif, eh bien, le médecin qui est formé à la télémédecine clinique va pouvoir réaliser jusqu'à 98% de ce qu'il ferait dans son cabinet de médecine générale ou de médecine de spécialité. Évidemment, ce que l'on ne peut pas encore faire à distance, eh bien, ce sont des sutures, ce sont des plâtres, mais tout le reste est pris en charge. Ça, c'est le premier point. Et donc, c'était pour répondre à votre question, quelle est l'origine et quelle est la définition de la télémédecine clinique ? Mais H4D va au-delà, et là vous l'avez parfaitement résumé aussi, ce n'est pas uniquement une instrumentation, même si elle doit répondre à des réglementations françaises et européennes, voire internationales. Ce n'est pas uniquement la formation des médecins, mais c'est en plus la mise en place d'un projet médical qui doit s'intégrer dans un territoire, qui doit comprendre l'écosystème sanitaire qui est déjà présent et travailler main dans la main avec les médecins, avec les infirmiers, les pharmaciens, tout ce qui fait la vie médicale et sanitaire sur un territoire. Et aujourd'hui, je crois que si on parle de télémédecine, il faut vraiment avoir ces aspects en tête. Ça ne veut pas dire que les autres systèmes ne sont pas utiles. D'accord, ils ont leur utilité, ils ont leur usage, mais lorsqu'on parle de consultation médicale, eh bien, c'est une terminologie très précise, d'accord, et du coup ça donne droit à un remboursement ou un paiement de l'acte, et le patient est en droit d'attendre certaines choses, et donc cette prise en charge doit comprendre l'ensemble de ces aspects. Merci, merci à vous. Geneviève Serre, un petit mot. Je voulais rajouter qu'en plus, on voit des choses, on entend des choses que d'habitude on n'entend pas dans une consultation normale. Donc en plus, si on est curieux, on découvre son oreille, on découvre des choses. Donc c'est vraiment faire vraiment participer le malade. Et ça, pour moi, ça a été une grande découverte. Voilà. En vous écoutant, on va effectivement écouter ce que Stanislas Bernoni va pouvoir nous dire par rapport à l'expérience sur Oise, mais effectivement, il y a plusieurs éléments clés. Devenir acteur de sa propre santé, parce que c'est aussi ça, la télémédecine clinique, construire un projet de territoire. On ne pose pas simplement un outil technologique en disant c'est formidable, c'est fantastique, c'est pas cher et ça fonctionne. Non, c'est véritablement aussi, je reprends ce que vous dites, projet de territoire de santé, co-construit avec les élus et les professionnels de santé pour s'inscrire sur la durée. Et on reviendra sans doute avec les questions du public aussi, l'idée de construire un projet de santé pérenne. Voilà, et ça c'était aussi important, et c'est là où quelque part le partenariat public-privé peut faire office et aller dans le bon sens. Alors Stanislas Barthélémy, représentant de Mairie-sur-Oise et du Val d'Oise aussi, puisque vous êtes vrai là, on va le dire aussi quelque part, parce que voilà, votre maire est aussi notamment récemment réélu au conseil départemental du Val d'Oise. Il y a aussi la dimension numérique de ce département. Donc voilà, même question, qu'est-ce qui a prévalu, pourquoi le choix de la télémédecine clinique et comment les choses se sont articulées pour que aujourd'hui vous puissiez vous être doté de ce dispositif. Tout d'accord, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de représenter Mairie-sur-Oise et quelque peu le Val d'Oise, non élu du département, donc je ne vais pas trop m'avancer. Ça procède, notre projet de santé que je vais vous exposer procède de quelque chose d'assez simple qui est partagé par beaucoup de communes. C'est le constat que médecins généralistes disparaissent, deviennent denrées rares. Et à ce titre, il y a beaucoup de ressemblances entre la Seine-et-Marne et le Val d'Oise. On est sur un territoire qui est très urbain, on va dire à l'est, et qui est un peu plus rural à l'ouest.
pardon, merci beaucoup, qui est un peu plus rural à l'ouest. Et donc on s'est posé la question de voir ces médecins généralistes s'en aller et de concevoir quelque chose un peu global, comment on peut essayer de les retenir ou alors en attirer d'autres. Et donc on a fait quelque chose, on va dire, un peu double, c'est quoi évidemment compétence régalienne mais qui tend à devenir une compétence maintenant des collectivités locales. Malheureusement ou heureusement, ça je sais pas, parce qu'on est obligé de répondre à une demande des concitoyens. C'était quasiment impossible d'aller sur le marché de ma ville ou d'aller aux alentours sans les questions traditionnelles du quid des nouveaux médecins, qu'est-ce que vous faites pour ? On avait beau dire que c'était pas notre compétence, je comprends en quoi c'est pas entendable comme prise de parole. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a évidemment construit maisons de santé traditionnelles, essayé de les regrouper, de donner des conditions de travail intéressantes, de mutualiser aussi les coûts et en parallèle d'avoir une politique numérique et donc de chercher des solutions qui ne soient pas forcément les plus coûteuses et qui soient très concrètes et qui permettent de proposer quelque chose de complémentaire à une offre de santé, puisque nous, on ne considère pas évidemment que la médecine générale va être quelque chose de 100% numérique, 100% à distance, sans contact. Et d'ailleurs, la télécabine, l'expérience qu'on a, c'est qu'il y a un contact et qu'il est très apprécié. Et donc, on a eu cette politique de 1, maison de santé en attirant les médecins généralistes, et 2, d'avoir recours à cette télécabine, cette consultation. Je suis d'accord avec vous, la télémédecine, c'est un terme qui est complètement galvaudé. Ça, on le voit, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de travail en amont pour expliquer aux élus, pour expliquer aux professionnels de santé. Je pense notamment aux pharmacies qui sont peut-être les premières pourvoyeuses de patients vers cette solution. Et donc nous, on a conçu ça s'est traduit très concrètement par l'installation de la cabine il y a 4 mois. En parallèle de la maison de santé qui est en train d'être construite, on a aménagé des locaux dans la ville pour pouvoir accueillir en même temps les médecins généralistes juste à côté de la télécabine. Donc ça fait une sorte de petit pôle de santé, toujours pour souligner cette complémentarité. Et aujourd'hui, au bout de 4 mois, on a à peu près 70 consultations qui ont été opérées. Sur ces 70 personnes qui sont passées dedans, il y a le maire qui en a fait un exemple et qui un jour avait un petit souci, donc il a réglé ça et il a trouvé ça formidable. Et c'est des personnes de tout âge, même des personnes âgées, puisqu'on est sur des territoires qui aussi comportent des personnes âgées. Et plusieurs choses mises en avant par ces personnes, la disponibilité, 1. 2, le fait qu'on est sur un vrai examen clinique. Certes, ils y participent, mais surtout qu'il y a de l'outillage, c'est quelque chose d'assez sérieux. On n'est pas juste sur un Zoom ou un Skype, ce que beaucoup ont pu faire, et tant mieux, c'était une partie de la solution, mais c'est pas durable. Et surtout, la qualité du service, c'est là que nous, on a une personne qui est formidable, qui était hyper encline et enthousiaste à participer, à aider le patient à prendre en main ce service, parce qu'en fait, c'est pas très naturel pour les Français, qui ont un rapport à l'innovation peut-être un peu tumultueux de temps en temps, notamment les personnes âgées, comment on les accompagne. En fait, on a eu peur pour ça, mais c'était même pas un frein. Aujourd'hui, c'est même plus des personnes âgées qui y vont. Donc très heureux de l'installation, et il y a un gros travail encore de pédagogie, de faire comprendre aux patients, aux Mérisiens, et même j'ai envie de dire aux Valdoisiens, puisqu'on est la première effectivement cabine, de ne pas avoir peur de venir, et puis après c'est du bouche à oreille, j'ai envie de dire. Donc il y a un démarrage qui ne nous fait pas peur et qui va très vite, à mon avis, monter en charge. Écoutez, merci à vous sur ce témoignage. Vous apportez aussi un autre éclairage, c'est le fait que le dispositif, la solution de télémédecine H4D, donc la consultation, la cabine de télémédecine clinique, eh bien en fait, elle ne s'adresse pas, mais ça aussi c'est une vision aussi par rapport au numérique, à une simple population, une population ciblée. On a tendance effectivement dans les idées, dans les prénotions qu'on peut avoir, les préjugés qu'on peut avoir, à considérer que le numérique s'adresse essentiellement à la jeunesse. Et vous soulignez un point qui est réel, notamment à Méry, mais je crois qu'en Seine-et-Marne, on avait la même expérience, en Essonne également, c'est qu'on a une population plus âgés. Et je crois effectivement, d'après les éléments d'information que j'avais pour préparer cette intervention, qu'on était à peu près à 30% de personnes plus âgées à partir de 65 ans qui ont utilisé le dispositif et qui utilisent le dispositif tout territoire confondu. Et quand on pense, pour ça, voilà, Geneviève Serre, depuis 2020, donc depuis juin 2020, on était au cœur de la crise sanitaire, c'est aussi un point aussi essentiel de considérer, vous avez dit docteur, la télémédecine, c'est d'abord de la médecine. Quand on fait et quand on se prétend acteur de télémédecine, c'est le point numéro 1, l'élément fondamental. Et donc c'est ce qui permet ensuite, au travers justement de l'expérience, parce qu'il est porté par les élus, eh bien, de donner confiance et de permettre à s'adresser à toutes les populations, et notamment à nos aînés. Et le numérique, de ce point de vue-là, répond à une attente globale. Et vous avez dit, aujourd'hui, ce sont vous, les acteurs locaux, les élus locaux, qui, plus que jamais, faites face aux besoins des populations
population et en vous saisissant du domaine de la santé. Docteur, il y avait un point qui a été relevé tout à l'heure par Jean-Philippe Dugouin sur l'expérience à Mency, qui évoquait, il y a eu une expérience où il dit mais la cabine a sauvé une vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous avez évoqué de télémédecine clinique, en quoi la cabine, alors dans un élément aussi extrême pour le coup, parce que vous l'avez dit, c'est parce que c'est un élément médical et qu'on n'est pas simplement sur une solution visio, mais c'est ce qui s'est passé aussi sur Mency et effectivement c'est quelque chose qu'il relate assez régulièrement sur le sujet. Donc pouvez-vous en dire davantage? Je crois que c'est un début d'AVC, me semble bien. Oui, alors, écoutez, c'est la principale fierté, je crois, pour nos équipes et pour moi-même, c'est de se rendre compte de l'utilité que peut avoir ce dispositif, puisqu'il a été vraiment, je l'ai vraiment inventé pour ça, pour répondre à cette problématique d'accès aux soins. En effet, quand est-ce que le dispositif est le plus utilisé? C'est quand les médecins ne sont plus là sur le territoire et que les patients ne savent plus vers qui se retourner. Comme vous disiez, madame, tout à l'heure, bien généralement, soit ils vont directement à l'hôpital et c'est pas la vocation de l'hôpital de recevoir les pathologies plutôt classiques. Mais là, en l'occurrence, c'était, je crois, l'été dernier, où il n'y avait plus de médecins sur la commune. Tous étaient partis en vacances. La personne ne voulait pas se rendre à l'hôpital pour différentes raisons. Il faut imaginer aussi les personnes âgées qui n'ont pas forcément des moyens de transport ou qui sont fatiguées, qui n'ont pas envie d'attendre 4-5 heures aux urgences de l'hôpital. Et bien là, comme la cabine était à côté de chez elle, elle a pris rendez-vous, s'est rendue dans la consultation. Et le médecin, puisque c'est pas la cabine, c'est le médecin ou la médecin, je ne sais pas, puisque là c'est confidentiel, qui était à distance, a pu, via donc son examen clinique, voir que la personne était potentiellement en train de faire une maladie extrêmement grave, en l'occurrence un accident vasculaire cérébral, et donc a pu la prendre en charge immédiatement à distance, a pu aussi donc stabiliser, appeler un SAMU, et donc la personne a été sauvée, et donc c'est parce que le maire nous en a parlé qu'on l'a su, puisqu'évidemment tous les examens cliniques, tous les examens qui sont faits dans la cabine sont confidentiels, les données sont confidentielles, etc. Ce n'est un échange qu'entre le patient et le médecin. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on a su donc, que cette personne avait eu la vie sauve, puisqu'elle avait tout simplement à sa disposition une solution qui lui permettait d'accéder à un médecin. Aujourd'hui, avec le recul donc, et les dizaines, centaines de solutions qui sont installées, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de patients qui ont déjà été soignés. En moyenne, il y a 1 ou 2 patients critiques qui est pris en charge par semaine, même si on a mis en place un système pour que les urgences vitales soient directement orientées vers le centre 15, il y a certaines personnes qui se rendent quand même dans ce genre de dispositif. Et là, ce sont des examens assez complexes qui peuvent être faits par le médecin, notamment je vais vous citer les pathologies les plus complexes qui peuvent être prises en charge, des troubles du rythme cardiaque, des accidents vasculaires, des embolies pulmonaires, sont des choses dont on entend souvent parler et on n'imagine pas qu'elles peuvent être prises en charge par un médecin à distance, et même si ce n'est pas forcément la vocation, via la consultation H4D, les médecins peuvent prendre en charge ce type de pathologie. Et peut-être, si vous me permettez, un dernier point. Dans les statistiques que l'on a, je vais donner quelques chiffres parce que pour moi, ils sont très très parlants. Les principales pathologies aujourd'hui qui sont prises en charge à distance donc, sont les pathologies bronchopulmonaires. Mais de suite après viennent les pathologies rhumatismales et orthopédiques. Donc on peut bien imaginer là que le médecin a eu une formation pour pouvoir prendre en charge une épaule à distance, un genou à distance, etc. Mais aussi des pathologies urogénitales, des pathologies dermatologiques et cardiologiques. Et on a remarqué que cette crise Covid, où les patients ont utilisé de plus en plus la télémédecine, ils ont compris que via la cabine de télémédecine, il pouvait y avoir des pathologies plus complexes, notamment des pathologies chroniques qui pouvaient être prises en charge. Et les médecins du territoire sont de plus en plus intégrés dans l'écosystème pour le suivi justement de leurs patients.
Très bien, écoutez, merci. Vous avez souligné un nouveau point aussi, on va sur l'élément fondamental. La télémédecine clinique, c'est de la médecine. Et c'est un point aussi très important, si effectivement on suit aussi avec le retour d'expérience, c'est que ce n'est pas simplement un élément de traitement de la bobologie, comme on le veut, mais on est véritablement sur un élément de pathologie, à la fois suivi pathologie courante et pathologie chronique. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Oui, Madame Serre. Il faut rajouter que c'est des médecins français d'Île-de-France. Excusez-moi, mais je pense que c'est important de le dire. Ce pas des médecins qui sont à l'autre bout du monde. Je n'ai rien contre l'autre bout du monde pour les vacances, mais pour la médecine, je pense que c'est important que ce soit nos médecins français. Et ça, c'est. Et puis, la deuxième chose, c'est que dans les territoires qui sont en manque de médecins, c'est aussi, par rapport aux médecins qui partiraient en retraite, une manière de pouvoir, si vous le formez, lui donner encore un peu de possibilité de soigner, je dis n'importe quoi, 2 après-midi par semaine, sans avoir la lourdeur d'un cabinet, sans avoir... Voilà. Donc ça ouvre aussi des... Ça participe à recréer du temps médical. Et voilà. donc ça apparaît de ce point de vue-là aussi comme une réponse à la désertification médicale. C'est bon. Surtout qu'il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas envie de lâcher leur patientèle et puis que la patientèle soit, entre guillemets, laissée pour compte. Et donc là, il y a quelque chose, c'est pendant 5 ans, je crois, qu'ils peuvent encore exercer. Et donc il y a une sorte de conversion, une sorte de témoin à passer, je pense. En tout cas, nous, à mairie, on a essayé de les approcher. Pour l'instant, c'est pas encore un succès, mais parce qu'il y a encore pas mal d'incompréhension, à mon sens. Mais dans beaucoup de territoires, ça permettrait d'avoir une sorte de transition un peu plus souple que d'être laissé en plan pendant 2-3 ans en attendant un nouveau médecin, etc. Très bien, parfait, merci. Écoutez, il nous reste une dizaine de minutes. J'ai vu dans la salle qu'il y avait quelqu'un qui souhaitait poser une question. Donc, si vous en êtes d'accord, on va prêter à cet exercice. Je crois que, monsieur, vous avez une question à pouvoir poser. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro ou pas, qu'on puisse vous entendre. Je crois qu'on en apporte. En attendant que le micro puisse arriver, dire, et c'est vrai aussi, c'est un point, en essayant de faire la synthèse, ce que vous dites, c'est aussi l'idée du projet de territoire de santé, l'idée de l'écosystème, c'est qu'au travers de la cabine de télémédecine H4D, en fait, vous créez un nouveau service public, soit un service public départemental, soit un service public municipal à vocation médicale. Et ça aussi, c'est nouveau, et c'est la force des élus locaux et le volontarisme aussi des élus locaux sur le sujet. C'est important de souligner ce point, si on comprend bien. Monsieur. Oui, alors j'avais en effet une petite question sur l'articulation des projets en télémédecine. Donc vous représentez les départements et les collectivités qui portaient ces projets. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes accompagné dans ce type de mise en place de systèmes de télémédecine? Alors au niveau du département, c'est le président qui a décidé avec son bureau exécutif de porter financièrement l'achat des télécabines et d'en mettre à disposition une par EPCI. Donc c'est sur fonds départementaux. Voilà. Et après, ce qu'on demande, c'est une maintenance prise en charge par les EPCI. Et au niveau des communes, par exemple pour Améry-sur-Oise, nous on a un peu une double casquette parce que le maire de la ville est aussi donc conseiller départemental en charge du numérique et aussi président du syndicat Val d'Oise numérique qui est un peu le bras armé du département en matière de numérique. Donc on l'a fait à l'échelle de la commune, mais bien soutenu par le département et le syndicat Val d'Oise numérique. Il y a encore, j'ai envie de dire que la feuille de route d'une politique qui pourrait être départementale, en tout cas ça je l'espère, et j'espère que dans cette mandature on va s'occuper de ça, enfin, du moins que Pierre-Édouard Rayon va s'occuper de ça, c'est de savoir comment on crée un modèle pour aider les communes ou alors EPCI. Je pense que c'est plutôt au niveau des EPCI que ça va se faire, parce qu'en réalité la cabine on l'a installée à Méry-sur-Oise, mais elle ne s'adresse pas qu'aux Mérysiens. C'est-à-dire que les habitants des communes alentours peuvent évidemment venir, il n'y a pas de restriction. Même les départements d'à côté. Exactement, exactement. On n'est pas si loin de ça, de l'Oise, donc ils pourraient évidemment venir. Donc là, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et en termes de subventionnement, on a été très aidés, y compris par la région d'ailleurs Île-de-France, qui a des dispositifs qui peuvent permettre d'aider les communes à faire cet investissement. Nous, on est monté à un taux de subventionnement entre 60 et 70%. Donc on a pris un risque entre guillemets mesuré, et avec cette fierté d'être aussi les premiers dans le département du Val d'Oise. Merci beaucoup. Une autre question?
Non, merci. Alors, c'est intéressant votre question parce qu'elle permet aussi de souligner, notamment en Île-de-France, les acteurs qui vont aider les communes, qui peuvent aussi aider les départements, voire les structures intercommunales. Valérie Pécresse était ce matin sur le salon, elle est passée effectivement voir la cabine aux côtés de Gérard Larcher, président du Sénat, et le président de la métropole du Grand Paris. C'est vrai que la région Île-de-France aide les communes au travers du dispositif de télémédecine H4D, auprès des communes, eh bien, un conseil départemental, ce sera le cas du conseil départemental de l'Essonne, notamment, aide aussi les communes à pouvoir subventionner. Et on a l'exemple d'une autre commune, Viry-Châtillon pour ne pas la citer, qui a été aidée et subventionnée par la métropole du Grand Paris et son président directement. Donc c'est aussi intéressant, ça montre que la télémédecine clinique, elle s'adresse naturellement aux collectivités locales, mais que c'est un partenariat multiple et c'est un subventionnement au titre de l'investissement qui permet de mobiliser différents acteurs, ce qui montre qu'aujourd'hui en Île-de-France, tous les acteurs locaux sont concernés par ce sujet spécifique et la dominante de la santé. Monsieur Barthélémy. Il y a un enjeu très fort, c'est de pouvoir tester soi-même le dispositif. Nous, en tout cas, ça permet d'emporter notre adhésion. C'est qu'on est allé visiter la cabine qui est présente au Favril. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est la première qui a été installée en France dans des collectivités locales. Le Favril, c'est un petit confetti d'Eure-et-Loire, 200 habitants, il me semble, avec un maire formidable qui s'appelle John Biard, qui nous a accueillis. Et donc, il y a eu le discours d'H4D, le discours politique du maire qui nous a touchés, évidemment. Le maire de mairie et moi-même, on a eu la chance de tester dans une sorte de consultation factice, évidemment, mais donc de découvrir l'ergonomie, de découvrir l'outillage. Et c'est ce qui a emporté notre adhésion. Et à partir de là, on a mis plein les gaz sur cette politique, en tout cas. Oui, parce que vous êtes allé vite, c'est-à-dire qu'entre le moment, c'est aussi ça, la force des territoires et des élus locaux, c'est entre le moment de la décision et la mise en application, eh bien, c'est des choses extrêmement rapides. C'est vrai que tout à l'heure, c'était aussi une anecdote que relatait Jean-Philippe Dugouin par rapport à Mency, c'est-à-dire qu'effectivement, Torvodino, il vous a appelé à la fin du mois de mars et le 8 avril, très exactement 2020, la cabine était implantée, mise à disposition de ses habitants, et on est effectivement là, sur cet exemple, qui était un exemple assez fort, mais le conseil départemental de la Seine-et-Marne a fait aussi très rapidement, sous votre impulsion, Geneviève Serre, et l'impulsion du président, à partir du moment où la décision a été prise, et c'est remarquable au niveau d'un conseil départemental d'aller aussi vite. Ça correspond là aussi à une volonté, à une urgence de territoire par rapport à la situation des habitants. Puis vous l'avez dit, prenant l'exemple de la commune du Favril, commune de la ruralité. Alors on est dans l'Eure-et-Loire, mais on a des stigmates qu'on retrouve aussi les mêmes sur la Seine-et-Marne. Eh bien, c'est d'élu à élu que la confiance a été donnée à la solution. Et vous avez besoin de le rappeler, le succès d'une politique de santé sur un territoire, elle dépend avant tout des acteurs locaux. Évidemment, avec les professionnels de santé, rien ne se fait sans eux, mais c'est avant tout le volontarisme politique des maires et des élus qui permettent effectivement d'assurer la pleine réussite de l'opération. Peut-être, à moins qu'il y ait une autre question, mais s'il n'y a pas d'autre question, puis je vois qu'on fait signe par rapport au temps qui s'écoule, peut-être, docteur, de nouveau, on a évoqué... alors, comprendre aussi que le dispositif, comme je l'ai dit, il y a un dispositif unique en France et en Europe, parce que voilà, H4D, c'est pas un élément d'opportunité, c'est pas une entité qui s'est créée au gré de l'actualité, c'est une entité qui existe depuis de nombreuses années, vous l'avez dit, vous avez une expérience à l'international, vous avez aussi porté et sans doute eu raison avant les autres sur le sujet, c'est un dispositif médical spécifique de classe 2A, donc pouvoir nous en dire plus aussi sur sa spécificité médicale, vous avez parlé aussi de sécurisation des données, aussi à quoi cela correspond exactement, CNIL, RGPD, voilà, vous pouvez nous en dire davantage sur cet élément unique en Europe. Oui, alors peut-être quelques mots sans rentrer dans trop de technicité. D'abord, c'est vrai que c'était un dispositif qu'on fabrique en France, qui était non pas unique en Europe, mais au monde, qu'on a protégé à la base par une trentaine de brevets. Et là, c'était vraiment...
Enfin, c'est vraiment un savoir-faire français aussi qu'on exporte aujourd'hui dans 6 pays. C'est vrai qu'on commence à avoir des concurrents maintenant en Amérique du Nord, mais en Europe, on reste le seul dispositif médical de classe 2 et on ne fait pas ça pour se faire plaisir. Hein. C'est 6 ans de recherche et de développement pour avoir la qualité requise dans le cadre de la réglementation européenne. Évidemment, les données sont encryptées, stockées dans des banques de données agréées, puisque la confidentialité des données, des échanges, c'est quelque chose de fondamental pour tout le monde, pour nous évidemment. Et peut-être pour terminer sur ce point-là, l'idée c'est tout simplement de mettre à la fois les patients et les médecins dans un environnement qualitatif, maîtrisé, qu'ils connaissent. On ne fait pas de la médecine comme ça en claquant des doigts. C'est quand même la vie des gens qu'on a entre nos mains. Donc c'est une responsabilité. Donc c'est pas faire de la surqualité, c'est faire ce qui est nécessaire pour une prise en charge médicale optimale des patients. C'est vraiment le mot pour moi qui est important et c'est fait partie de notre ADN. Et comme vous l'avez dit, on a pu répondre aux besoins vraiment au jour le jour, puisque ça fait maintenant 10 ans qu'on se prépare, qu'on prépare la solution et qu'on était prêt et qu'on est prêt au bon moment pour rendre ce service. Et alors moi, si je peux terminer, Oui. je voudrais dire que j'espère rapidement que vous vous ouvrirez à des spécialités comme la psychiatrie, parce que je pense qu'il va y avoir des vrais sujets. Il n'y a pas de psychiatre, il n'y en a plus. Et je pense que c'est une consultation qui peut tout à fait... Alors, à condition qu'on accepte d'être dans cette cabine. Voilà. Après, je pense que ça peut être vraiment des lieux d'autres consultations que de la médecine générale. C'est ce que je vous souhaite. C'est un point, effectivement, de parler, docteur, de la médecine de spécialité. Parce qu'on parle essentiellement de la médecine de premier recours, mais la cabine permet... Non, mais vous avez entièrement raison, puisque dans la cabine, en plus, il y a toute l'instrumentation pour que, évidemment, un psychiatre n'a pas besoin peut-être de tout ça, mais un cardiologue, un dermatologue, etc., bien, on y travaille et ce sera bientôt le cas. Dernier petit mot aussi, c'est qu'il y a la possibilité de faire des diagnostics et donc de mesurer les constantes. Et là, c'est les mairies, enfin les communes et ceux qui opèrent les cabines, à eux de proposer quelque chose d'un peu nouveau. C'est de proposer à leurs concitoyens de faire, je sais pas, un check-up annuel pour voir les constantes, etc. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Bon, ce sera d'abord médecine générale pour nous, en tout cas à mairie, et puis après, on réfléchira à ça, mais c'est pas qu'un outil qui fait que de la médecine générale. Spécialiste, on est évidemment intéressé, mais pas que. Alors, une autre question maintenant vient par SMS par rapport, est-ce que la cabine téléconsultation peut être effectivement placée dans un centre de santé, dans une maison médicale spécifiquement, ou est-ce que voilà, il y a une contre-indication? Est-ce que c'est un outil qui peut accompagner docteur, voilà. Non, alors aujourd'hui, les lieux d'implantation, bien, il y a dans les mairies, elles sont implantées aussi dans des centres de santé, en effet, dans des casernes de pompiers, dans des résidences pour personnes âgées, dans des entreprises, voilà, partout où il y a besoin d'accéder à un médecin et où on peut rendre service. Très bien. Ce qu'il faut surtout, c'est une volonté de la personne qui accueille le lieu, du personnel qui habite, qui travaille dans ce lieu-là. Et à partir du moment où il y a cette volonté et où on a la chance d'avoir des élus ou d'avoir qui implantent cette cabine, ça fonctionnera et ça sera quelque chose où tout le monde sera content de. Voilà. Donc quelque chose qui doit être porté. Voilà, oui. Donc vous parlez tout à l'heure d'écosystème, c'est aussi par celui qui va porter le dispositif au quotidien, le faire vivre. Et puisque vous créez un service public ex nihilo au travers de cette cabine, il faut que tous les acteurs concernés soient mobilisés, et en l'occurrence ceux qui les font fonctionner au quotidien. Je regarde, il doit nous rester 3 minutes. Je vois s'il y a peut-être une ultime question. Oui. Oui, absolument. Également une question sur la prévention, qui est un des gros sujets et qui continuera de le devenir sur le Ségur de la santé. Voilà, comment on peut utiliser ce type de dispositif dans des mesures de prévention? Alors justement, merci beaucoup pour cette question. On parle beaucoup de téléconsultation. Il nous reste 2 minutes. Bon, je vais aller très vite. En effet, on a aussi conçu ce dispositif pour pouvoir, comme vous l'avez dit, Barthélemy, bien écoutez, prendre des mesures, mais à ce moment-là, ce n'est pas le médecin que vous avez en face de vous, sont des tutoriels vidéo. Et ce que l'on appelle le mode check-up peut servir à faire de la télésurveillance, peut servir à la mise en place de programmes de prévention, de dépistage. Et c'est d'ores et déjà utilisé par des patients qui seront dans le dispositif, soit
d'eux-mêmes soient envoyés par leur médecin. Après la mise en place, par exemple, d'un traitement contre l'hypertension artérielle, il y avait besoin de suivre différents paramètres. Eh bien, la cabine consultation peut être utilisée en mode prévention et en mode dépistage. Merci. Donc il y a 2 modes d'utilisation, important de souligner. On ne l'a peut-être pas précisé, mais évidemment, la cabine se trouve sur le salon de la MIF. Je ne me trompe pas, elle n'est pas très loin du Forum 3, E79, si je ne dis pas de bêtises. Donc on l'a déjà fait réunir pas mal de monde, beaucoup d'élus depuis ce matin donc l'ont visité, beaucoup d'interrogations. Et donc, évidemment, HKD sera présent, est présent aujourd'hui, il sera présent naturellement demain sur le salon de la MIF. Il reste peut-être une petite minute, peut-être Madame Serre, là aussi, je vais commencer politesse oblige, peut-être un dernier mot aussi sur l'ambition du département. Vous avez porté aux côtés du président quelque chose d'innovant. C'est une réponse, ce n'est pas la seule réponse, mais c'est une réponse très importante contre la désertification médicale et c'est un des maillons de cette chaîne. C'est une réponse rapide, c'est une réponse efficace. Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'on peut sauver des vies, mais au quotidien, c'est une réponse qui rend vraiment service. Totalement en phase avec ce qui vient d'être dit. Gardons-nous du technologisme. On met juste la cabine et puis tout va bien. C'est d'abord un projet, des personnes, une volonté politique, et puis après ça va naturellement venir. Je pense qu'une fois qu'une cabine est dans un territoire, ça va essaimer. En tout cas, à Mairie-sur-Oise, je deviens malgré moi VRP de H4D, puisque les communes alentours maintenant... De la télémédecine clinique au travers d'H4D. Très bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Merci à vous, merci pour votre témoignage. Et puis, bien que l'aventure de la télémédecine continue au service des franciliens et au service des élus locaux. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.